On le sait, les albums devraient être abondamment utilisés en classe. Non seulement parce que ce sont de véritables œuvres d'art, mais également parce qu'ils vont soutenir les élèves qui ont des défis d'apprentissage et tous les autres. Cependant, une question se pose. Dans cette grande offre d'albums jeunesse au Québec, comment bien cibler ceux qui vont être utiles à notre enseignement? Pour m'éclairer à ce sujet-là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Isabelle Montesino-Gelais, qui est professeure en didactique du français à l'Université de Montréal. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie-Philippe. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants utilisent la littérature jeunesse, que ce soit pour modéliser des stratégies de lecture, pour faciliter la compréhension de l'œuvre grâce aux illustrations ou simplement pour lire dans le plaisir. Avant d'aller plus loin, en quoi l'utilisation de la littérature jeunesse est-elle bénéfique pour les élèves qui ont des défis d'apprentissage, mais aussi pour tous les autres? Alors, il y a plusieurs recherches qui détaillent les bienfaits de l'usage du recours à des œuvres littéraires en contexte de classe. La littérature est associée à un développement du vocabulaire de manière implicite. Le fait d'utiliser, de lire avec fréquence, permet de développer des connaissances relatives au vocabulaire de manière implicite. Par exemple, quand on utilise des albums et qu'il y a des illustrations, les illustrations permettent très souvent d'inférer le sens de mots inconnus. Par exemple, dans cet album, La belle petite monstre, ici, De David Goudreau. De David Goudreau, oui, bien sûr. Il y a une phrase au début dans laquelle il est écrit « Les animaux adorent son jardin luxuriant ». Le mot luxuriant n'est pas nécessairement connu de tous les élèves au début du primaire. Mais par contre, les illustrations, l'illustration ici, montre clairement un jardin rempli de végétaux. Donc en fait, le contexte de l'illustration permet de faire l'hypothèse que le mot luxuriant signifie une abondance de plantes comme ça. Et dans le fond, c'est une inférence lexicale. Exactement. On se sert du contexte pour faire une inférence lexicale. Donc, lire avec fréquence des œuvres illustrées aux élèves en contexte de classe, en leur montrant comment faire des hypothèses sur le sens des mots qui sont moins connus, en se servant du contexte des illustrations, mais aussi parfois du contexte de la phrase. Dans le fond, c'est quelque chose qui aide énormément les élèves en compréhension, en particulier ceux qui ont des défis. Parce que très souvent, ceux qui sont habitués à faire ce type d'inférence lexicale, parce que tout l'apprentissage du vocabulaire chez les petits se fait largement par inférence lexicale, ils vont le faire assez automatiquement. Mais ceux qui ont plus de défis vont avoir besoin que ça soit modelé, montré. C'est super intéressant. Maintenant, la question, comment choisir le bon album en fonction de mon intention pédagogique, parce que l'offre est tellement grande. L'offre d'œuvres est effectivement importante et leur qualité inégale. Il y a une certaine subjectivité qui est en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité d'une œuvre. Par contre, il y a aussi des critères qui sont très utiles, notamment ceux qui sont offerts par Joyce Sarix pour déterminer les attraits du livre. Ce sont vraiment des critères qui s'avèrent utiles parce qu'ils nous permettent d'analyser les qualités d'une œuvre. On observe d'abord le rythme. Est-ce que l'album qu'on est en train de lire encourage un rythme rapide ou un rythme lent? Les livres qui encouragent un rythme rapide, c'est des livres dans lesquels il y a du suspense. Il y a d'autres livres, c'est pas du tout ça. Ce sont des livres où on a envie de rester longtemps, d'observer, de méditer. Il y a un autre critère qui est celui du système de personnages. Donc le livre en question, est-ce qu'il y a plusieurs personnages? Quelles sont les relations entre ces personnages-là? Est-ce que le narrateur est un personnage? Et est-ce que du coup on a accès à sa conscience, à ses pensées, à ses émotions, à ses intentions? Généralement, le titre d'une œuvre va nous donner des indices sur l'importance de cet attrait-là. Si on prend l'album Le lion et l'oiseau de Marianne Dubuc, on voit que le titre désigne des personnages. Deux personnages. Et généralement, quand un titre désigne comme ça deux personnages, on peut tout de suite inférer que leur relation va être importante. Le troisième critère de Sarix, ce sont les idées au cœur de l'intrigue. Donc tout ce qui touche à ce dont il est question au sein de cette œuvre-là, de quel thème il est question. Et là encore, un album comme Je t'écris de mon lit nous indique, on peut inférer à partir du titre que, il va être question de correspondance, puisqu'un personnage écrit, et que,
puisqu'il est dans son lit et qu'il écrit dans son lit, il y a de fortes chances que la maladie va être impliquée. Donc là, le titre nous oriente sur l'intrigue. Exactement. Le quatrième critère de Sarix concerne le cadre du récit. Donc le cadre spatio-temporel, donc le temps et l'espace qui est mis en scène, ou le cadre socio-culturel, donc dans quel contexte socio-culturel le récit tient place. Dans certains récits, c'est extrêmement important. Le cinquième critère qui est en jeu, ça concerne tout ce qui touche aux émotions. C'est des albums qui nous font réfléchir. Exactement. En fait, dès qu'il y a des émotions, on peut aller essayer de creuser quelle valeur est en jeu derrière cette émotion-là. Et dans certaines œuvres, les émotions sont centrales et les valeurs sont centrales. Dans d'autres, plus ou moins. Finalement, le dernier critère que Sarix met de l'avant, c'est tout ce qui concerne le style. Dans les livres, de façon générale, le style va faire référence à la manière dont la langue est utilisée. Les choix lexicaux, les choix syntaxiques, les registres, toutes les figures de style utilisées. Dans les albums, on s'intéresse aussi au style des illustrations. La technique utilisée, les cadrages, les angles de vue, etc. Et il y a aussi tout ce qui concerne les choix typographiques, les jeux typographiques. Donc, dans un album, par exemple, comme celui-ci, Copain, de Catherine Lapointe et Olivier Chénet, on voit des jeux typographiques. Là, sur le titre, le mot copain est réalisé avec des pains. Et de façon générale, dans l'ensemble de l'album, il y a très souvent ce genre de jeu typographique. Oui, tout à fait. Et très souvent, c'est pour mettre en relief des mots qui correspondent aux grandes valeurs au cœur de cet album-là. Donc l'originalité par rapport à chaque attrait peut être un marqueur de qualité. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont stéréotypées. Il n'y a rien qui va vraiment nous surprendre, ni chez les personnages, ni dans les émotions mises en scène, etc. Il y a d'autres œuvres qui se démarquent parce qu'il y a vraiment quelque chose de différent dans la manière dont tel ou tel élément est traité. Donc ça joue sur la qualité. Mais fondamentalement, chaque lecteur découvre les attraits qui le font vibrer. Et ça a des conséquences en enseignement. Ça signifie que les enseignants doivent offrir une variété. Exactement. Parce que c'est à travers la variété qu'on va découvrir les goûts de nos lecteurs dans la classe. La classe conçue comme une communauté de lecteurs. Ma dernière question. Parfois, les enseignants ont de la difficulté à choisir une œuvre pour leurs élèves qui éprouvent des défis en lecture. Est-ce que vous diriez que c'est à l'enseignant de choisir judicieusement un album adapté aux défis des élèves ou alors, peu importe l'album qu'on choisit, c'est plutôt d'adapter nos pratiques pour soutenir la compréhension de l'album par tous les élèves? En effet, une lecture collective avec l'ensemble du groupe, dans ce genre de contexte-là, l'enseignant peut utiliser une œuvre un petit peu plus complexe parce qu'il offre son soutien. Il est là pour clarifier. Alors que, par contre, quand il place les élèves en lecture autonome, il est important que chaque élève ait une lecture qui correspond à sa pointure, en quelque sorte. Donc, en fait, qu'il soit capable de fonctionner de manière autonome dans ce livre-là. Ça impose, au sein d'une classe, d'avoir des livres très diversifiés. Et se rajoute à ça la question des goûts, dont on parlait tout à l'heure. Choisir des albums riches et variés peut devenir une routine plaisante pour un enseignant. Fréquenter une bibliothèque, vous laisser séduire par des couvertures ou des titres qui piquent votre curiosité. Prendre l'habitude de consacrer une trentaine de minutes par semaine, ça n'a pas besoin d'être long, à ce genre de découverte. Ce sont là des moyens extrêmement efficaces de découvrir des bijoux que vous aurez envie de partager avec votre communauté de lecteurs.